Ce mois-ci à Parlons Ancêtres, je vous amène au Festival Trad de Ripon. André-Carl Vachon nous parle de la vie d'Acadien en Martinique et tout plein d'autres petites nouvelles dans le monde de la généalogie. Bonjour à toutes et à tous, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Je suis en compagnie de mon ami collaborateur et co-animateur Yann Lauzon. Yann, ça va bien? Ça va très bien, merci Éric. J'espère que ça va bien les auditeurs. Toi, Éric? Oui, ça va super bien. Écoute, avant de parler de qu'est-ce qu'on va jaser aujourd'hui, eh bien, sachez que je serai en conférence à l'île Perrot le 4 décembre sur le sujet « Nous ne sommes pas que français ». Vous allez parcourir, on va parcourir la surprenante diversité de nos origines. Pour s'inscrire, c'était à 13h30 à la bibliothèque Guy Godin, au 120 boulevard Perrot à l'île Perrot. Puis il faut s'inscrire, il faut écrire à biblio-vip @ilperrot.qc.ca. Sinon, bien, écoute, Yann, on avait déjà rencontré Camden Martin il y a de cela quelques temps pour parler de ses ancêtres du côté paternel. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de sa branche maternelle. Oui, on va aussi parler de Ripon Trad l'édition 2025. Oui, mais avant tout, la dernière fois, on avait rencontré André-Carl Vachon qui nous a parlé du périple qui a amené des Acadiens en Martinique. Aujourd'hui, il nous parle de la vie de ces Acadiens-là en Martinique. Comment est-ce qu'il apprenait que les gens, je veux dire, il y avait les prêtres communiquaient entre eux autres, j'imagine, ou c'était quoi le processus? Oui, puis les gens aussi, évidemment, tout se promène par bateau marchand, donc la poste fonctionnait comme ça. Alors, on envoyait des lettres, on essayait de se retrouver. Oui, les prêtres ont beaucoup aidé. Il y a des lettres qu'on a encore aujourd'hui parce qu'elles ont été confisquées par les Britanniques et sont retrouvées dans les archives. Et on a une série de lettres qui ont été retrouvées par des chercheurs, notamment Jean-François Mouot ou Mouot, je sais jamais comment il prononce son nom. Et puis, c'est ça. Donc, il fait en sorte que on a trouvé ce type de document-là, de lettres où on voit papa est mort, as-tu eu des nouvelles de mon oncle, un tel? Oui, finalement, on voit une réponse ensuite qui revient, que finalement, mon oncle est à New York, que finalement, on a su que ma tante est décédée. Bref, il y a toutes sortes de lettres comme ça, et un courrier comme ça qui est disparu, là, parce qu'on le sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est ceux qui ont été confisqués puis qui se sont retrouvés dans les archives. Ceux qui ont été retrouvés, c'est ça. Alors ça, c'est ce qui fait en sorte qu'on sait que ça existait et que c'est comme ça que les gens se sont déplacés par la suite pour retrouver les membres de leur famille. Tu sais, si je prends par exemple l'exemple des Acadiens qui étaient à New York, ben il y a un certain nombre va quitter vers Québec parce que ils vont accepter l'offre de Murray puis ils vont s'en aller retrouver les membres de la famille qui sont là. D'autres s'en vont effectivement, comme je disais, en Martinique. Et c'est comme ça que le mouvement se passe et certains vont même aller à Saint-Domingue. Donc, c'est ça, ça bouge beaucoup. Mais ce qui fait en sorte que quand même, il y a des Acadiens qui vont rester en Martinique, qui vont s'établir. Et il y a des traces de ça, c'est-à-dire, moi j'ai visité à Saint-Pierre le mémorial justement pour l'éruption du Mont Pelé qui a eu lieu en 1902, qui a brûlé, vous voyez un autre gros intempéries, on pourrait dire ça comme ça, qui dévaste encore une fois la Martinique. Alors, Saint-Pierre est donc brûlé par l'éruption du Mont Pelé, le volcan. Mais on voit au mémorial, effectivement, les noms de ces familles qui étaient là. Et donc, il y a des Martins, il y a des Hébert, des Aymar, qui étaient des Acadiens, des Benoît, des Bouteliers qui avaient marié des Martins.
Bref, on voit ces noms-là dans le mémorial et c'est très, très, très impressionnant. Là. C'est un peu comme on peut voir ce type de mémorial, les Tours Jumelles à New York ou comme d'autres mémoriaux qu'on peut trouver en Europe, là, de toutes sortes de plaques qu'il y a là, pour toutes sortes Ouais, la différence, c'est que c'est des cousins éloignés à nous autres. Et voilà. Et donc ça c'est là qu'on voit qu'ils sont vraiment restés et ça touche. Et quand on parle aux gens aussi sur place, il y a encore des familles Laure. En Martinique, il y a encore des familles Martin, il y a encore des Bouteliers. Et là, les gens, moi, quand je disais les noms, ils me regardaient avec ah oui. Alors, c'est comme ça qu'on sait aussi que ces Acadiens-là, ils se sont mêlés à la population et qu'effectivement, ils sont pas nécessairement blanc pâle. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ils se sont mêlés à la population et ils n'ont pas eu d'esclaves. Ils étaient eux-mêmes sous un peu ce même régime-là, comme on a vu tout à l'heure, là, quand je vous parlais qu'ils n'étaient pas propriétaires, puis ils devaient rendre les produits de la terre, puis tout ça pour avoir l'argent pour être capable de se nourrir, puis et vivre. Donc, fait que c'est des Martiniquais là, au teint foncé qui portent les mêmes noms que ce qu'on a ici au Québec. Ils sont pas si foncés, là, mais quand même, parce qu'ils sont vraiment tous métissés. Mais il y en a quand même qui sont plus foncés que d'autres, mais oui, effectivement. Alors moi, j'en ai vu qui étaient pratiquement de ma couleur. Donc, on avait un peu ça aussi en Nouvelle-France. Les colons français disaient aux Amérindiens, le métissage existait beaucoup plus, je pense, sous le régime français que sous le régime britannique. Absolument. Oui. On revient peut-être un peu en arrière, mais bon, tu parlais de la première vague qui sont arrivés, qui se sont rapidement là, mélangés à la population. Dans le cas de la deuxième vague, ceux qui sont arrivés de New York, est-ce qu'ils ont un accueil? C'est quoi l'accueil qu'ils ont en Martinique? Ils sont bien accueillis, ils vont recevoir des vêtements, de la coutellerie, là, des outils pour s'installer. Alors, ce sont les marchands qui les accueillent à Saint-Pierre. Puis Saint-Pierre, il faut comprendre qu'à ce moment-là, c'est là la capitale. Alors, c'est pas Fort-de-France. La capitale, c'est Saint-Pierre. Et Saint-Pierre est considéré comme étant le petit Paris des Antilles. C'est la grande ville des Antilles françaises avec son théâtre. Vraiment, c'était une très, très belle ville. Alors, les marchands les accueillent, c'est eux qui s'occupent de les héberger, de s'assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut et très, très rapidement, comme je disais, on les envoie donc défricher pour aller s'installer à Chamflore. Donc, ils sont vraiment très bien accueillis. Puis eux autres, on parlait de l'adaptation, mais ils ont dû trouver qu'il faisait chaud un peu, là, quand même. C'est sûr que, quand on est en bord de mer, il y a des bonnes brises. Quand on est en montagne, dépendamment, le climat il y a beaucoup de microclimats aussi. C'est-à-dire que il peut faire chaud, mais en même temps, on peut avoir une très belle brise qui vient des montagnes. On peut avoir tout d'un coup une petite bruine qui arrive, qui est très rafraîchissante. On peut avoir une pluie de 5 minutes. Évidemment, il y a deux grandes saisons. Hein? La saison sèche qu'ils vont appeler le carême et la saison des pluies. Hein? Donc, c'est sûr que ça, c'est très différent parce que c'est pas 4 saisons comme nous en Amérique du Nord. Là. Puis là, je parle comme au Canada. Là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un printemps, été, automne, hiver. Là. Donc, c'est toujours vert, là, ou presque, là, à part dans la saison sèche, ça va être un peu plus, évidemment, sec, mais quand même. Donc, mais ils vont quand même bien s'en tirer pour la plupart, évidemment, qui restent là. La colonisation de Chamflore, est-ce que c'est juste des Acadiens qui se retrouvent là, ou il y a aussi de la population plus locale à ce moment-là? Non, il n'y a pas de population locale, mais Chamflore aura 3 quartiers. Le quartier, on va l'appeler la Petite Alsace, et il y aura aussi le bourg des Allemands. Donc, eux n'étaient pas prévus dans le coup, c'est-à-dire que ce sont des gens qui étaient partis pour la Guyane française. Et là,
arrivent pour s'installer là-bas, il y a échec de colonisation, ça se passe pas bien, ça meurt vraiment beaucoup. Et donc, ces bateaux-là étaient repartis pour s'en retourner en Europe, puis finalement, ils vont prendre une pause en Martinique. Et là, on va leur dire, ben, installez-vous ici, puis ça se passe bien. Puis ils vont effectivement, donc, le côté nord de la rivière, c'est Crochet, ou là, je me rappelle plus. Donc, ça sera la partie acadienne, la petite Cadie. Le côté est sera le bourg des Allemands, le côté sud sera le bourg, la petite Alsace. Est-ce qu'ils vont se mêler? C'est une bonne question. Est-ce qu'ils restent? Ça, c'est aussi une bonne question. Mais c'était des Allemands, donc ils parlaient allemand puisqu'il y a des Allemands, l'Allemagne, la France, ils s'en allaient en territoire français. Hein, ouais, fait que c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup d'Allemands qui parlent français. Souvent, ils parlent allemand-français plus qu'allemand-anglais. Et voilà, ça devait être c'est ça. Il devait parler peut-être les deux langues ou peut-être plus le français, parce qu'il s'en allait en Guyane française, puis il savait qu'il s'en allait en territoire français. Puis évidemment, les frontières ont bougé avec le temps. Ouais, oui, c'est ça. D'aujourd'hui. Parce que nos ancêtres français, des fois, avaient des noms plus allemands ou il y a des Allemands qui avaient des noms plus français. Des fois, ils francisaient les noms. Les royaumes ont changé de vraiment souvent dans la France qu'on connaît maintenant, c'est pas la France de 500 ans avant. Là. C'est ça. Voilà. Alors, d'après moi, ils parlaient français là, pour s'en aller en territoire français, évidemment. OK. Puis, comment se passe la suite des choses pour ces Acadiens-là? Comme par exemple, dans le cas de tes ancêtres à toi, comment ça se passe? Est-ce qu'il... Ben, alors, Martin Françoise Laure, comme je disais, s'installe donc au Carbet, à L'Anse-la-Touche, et qui se trouve vraiment entre le centre, donc le petit centre-ville du Carbet et de Saint-Pierre. Donc, c'est vraiment entre les deux. Eux s'installent là, et puis la vie semble bien se passer. Lui va mourir quand même assez rapidement. C'est un navigateur, probablement. Et on le voit, il disparaît des registres. D'après moi, il est mort en mer, mais encore là, c'est une hypothèse. Et donc, le dernier baptême d'un enfant est en 1767 au Carbet. Puis ensuite, mon ancêtre se marie en 1770. Il est dit décédé. Et donc, voilà. Donc, c'est ce qui fait que... Mais ensuite, on va voir, et peut-être parce qu'il y a eu un changement de frontière là, au niveau de la paroisse, je ne le sais pas, mais ensuite, le reste de la famille, on va les retrouver à Saint-Pierre. Bref, moi, mon ancêtre, leur fille, donc elle, Madeleine, va marier un soldat français au terme de son mandat, et lui va décider ensuite de venir s'établir à Québec. Il ne restera pas à Béranger, il ne reste pas, lui, en Martinique. Et donc, les deux filles qu'ils avaient seront baptisées, et ça aussi, c'est étrange, les filles ne sont pas baptisées en Martinique, vont être baptisées rendues ici à Québec. Alors, avec déjà quelques années d'âge? Oui, la plus vieille, je crois qu'elle avait 3 ans, puis la petite, elle avait quelques mois ou 1 an de mémoire. C'est peu commun, ça, pour les catholiques. Il est très, très peu commun. Alors, je me demande si, justement, il n'y avait pas un conflit avec le soldat, puis la curie, à ce moment-là. Parce que, bref, moi, c'est mon hypothèse qu'il ne s'entendait pas avec M. le curé. Puis il a décidé de sacrer le camp, puis ça a été réglé. Ouais, ben c'est ça explique plein de choses. Ça serait probablement ça, parce que... Monsieur le curé n'était pas d'accord que la fille, elle se marie avec un soldat. c'est quoi la passe, là, je sais pas. Mais bref, lui, il choisit de s'installer à Québec, et puis finalement, une de ses petites filles, Bérangée-là, va marier un giguère, qui lui choisit la Beauce. Et bien, voilà, donc beaucoup de Beaucerons. Beaucoup de Beaucerons sont descendants de ce couple qui arrive de Martinique et puis qui sont peut-être pas très, très au courant, là, qui ont des ancêtres qui ont vécu en Martinique. Mais c'est quand même ça. Giguère qui vient de France, de Touroux, je pense, dans ce coin-là, ou non? Je me prononcerai pas, je me souviens pas par cœur, là, mais probablement, là, mais faudrait vérifier, effectivement. Il faudrait voir. Non, fait que non, c'est quand même intéressant comment tu sais, parce que ça s'est pas passé de l'Acadie vers la Nouvelle-France pour que ça se rejoigne comme beaucoup de nos ancêtres, c'est ça. C'est des Acadiens qui sont rapidement allés en France, mais c'est vraiment plusieurs générations après.
c'est quand même... Ah ouais, c'est un parcours particulier. Là, ouais. C'est-à-dire des Acadiens qui sont déportés à New York, qui ensuite se retrouvent en Martinique, qui de là, elle a marié un soldat français qui choisit de venir s'installer à Québec. Ouais, il aurait pu aller en France. C'est pas c'est ça, c'est pas un périple qui est commun, mais effectivement, ils sont pas les seuls. Ouais. Ils sont 12 de mémoire à une vingtaine, je pense, à faire ce voyage-là, c'est-à-dire en 74 de mémoire où ils quittent ou 75, ils quittent la Martinique et s'en viennent à Québec. Donc c'est spécial. Donc c'est assez particulier, effectivement. Dans une colonie, tu sais, avec le Québec ce qui est maintenant, là, c'est pas. Ah oui. Puis là, on s'entend, c'est territoire anglais là, quand même. Puis ils vont par choix, là. C'est plus ça, là. C'est plus un territoire français. Là. C'est assez étrange quand même. C'est ça. C'est quand même c'est un choix. Mais en même temps, ils savent qu'il y a de la parenté éloignée qui est sûrement présente. C'est pour ça que je pense que moi je pense vraiment qu'il devait y avoir un conflit quelconque, là, ce soldat-là. Il y a une bisbille, quelque chose qui fait qu'il décide de quitter un territoire français pour s'en aller dans un territoire britannique. Quand même, majoritairement, la population est française, mais quand même, il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Ben, si tu veux pas être en France puis que tu veux être à quelque part de britannique, c'est peut-être un bon spot, là, mais je veux dire... C'est ça parle autrement, aller volontairement dans un territoire britannique, c'est... Il y a des recherches intéressantes à faire avec ça. Oui, ça serait assez de trouver pourquoi ils quittent, là. Ça, c'est... c'est pas évident. Pas trouvé ça. Non, c'est pas évident non plus, parce qu'il n'y a pas nécessairement... Il y a peut-être une preuve en quelque part, un acte notarié, un acte X, là. Je sais pas. Bref, ils savent ça. Si on peut peut-être revenir aussi un petit peu sur ton voyage récent, est-ce que les Acadiens ont laissé un legs en Martinique? Ben, les gens de Morne-Rouge, et ça, c'est très beau parce que c'est eux-mêmes qui me l'ont dit, là, c'est pas moi qui l'interprète. Les gens étaient fiers aussi de dire on renomme le chemin des Acadiens. Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est la communication qu'il y a entre les Acadiens depuis la déportation. Oui, c'est super bien. Puis ça s'est fait tout au début de la déportation, malgré, tu sais, tu n'avais pas Facebook dans le temps, les téléphones, peu importe, là. Fait c'était même pas la poste comme qu'on connaît maintenant, c'était des communications vraiment lentes. Puis, malgré ça, tu sais, ça, c'est le concept de diaspora. Les gens, ils veulent se parler pareil, puis ils trouvent le moyen de se parler pareil. Même s'il y a de la communication qui a été confisquée, on se parle. Puis, tu sais, c'est un peu, quand tu rencontres des Acadiens, tu sais, on se parle, t'es Acadien, on reconnaît l'accent, on parle avec eux autres, on est content, c'est des francophones au Canada. Un peu de la même façon que quand on va à l'étranger, tu es à l'étranger, là, puis tu rencontres quelqu'un qui est là, puis qui parle avec un accent, tu reconnais comme « Hey, tu viens de Montréal, toi! » Puis le monde sont contents de te parler, même si c'est la première fois qu'ils te voient de toute leur vie. Ils sont contents de te voir, puis tu viens de faire leur journée parce que tu leur parles. Mais la diaspora acadienne, c'est la même chose. Ils se parlaient, ils voulaient se parler, puis ils se parlent encore, puis on est encore fiers d'être Acadiens. Oui, puis justement, j'ai un exemple de ça dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Mais parlant de Martin, hein, parce que durant son segment, André Carl a cité quelques patronymes acadiens qui ont passé en Martinique. Eh bien, passons maintenant à Camden Martin, qui va maintenant nous parler de ses ancêtres du côté maternel, à commencer par le couple Georges Marchildon et Marie-Louise Lalumière Petit. Alors, on est en compagnie à nouveau de Camden Martin. Camden, ça va bien? Ça va très bien, vous autres? Ça va super bien, merci. Oui, ça va bien, merci. Camden, la dernière fois qu'on s'était rencontrés pour une série de vidéos, c'était pour parler de tes ancêtres du côté paternel. Aujourd'hui, on va parler du côté maternel, à commencer par Georges Marchildon, puis Marie-Louise Lalumière Petit, tu me corrigeras sur son nom, s'il te plaît, qui sont toutes les deux nés en 1867. Peux-tu nous parler un peu là, de leur enfance? Oui. Donc, du côté de Georges Marchildon, je sais très peu de choses, mais ce que je sais un peu, c'est qu'en retraçant un peu déjà en retrouvant son acte de baptême, puis
en fait, vite, on se rend compte que il n'avait pas vraiment connu son papa, son père, Marcel Marchidon. Je pense qu'il est décédé. Georges n'avait même pas 1 an ou quelque chose comme ça. Okay. Donc, en fait, on se retrouve à Sainte-Geneviève de Batiscan. Et ça, c'est important à citer parce que le nom de famille Marchidon, c'est un nom canadien-français qu'on retrouve au Canada et ici aux États-Unis, mais comme on vient d'entendre, c'est assez inhabituel parce que c'est un nom très peu répandu. Et c'est beaucoup moins fréquent, là. Tout à fait, c'est parce que c'est vraiment cantonné autrefois ce qui était le comté de Batiscan. Donc c'est vraiment Sainte-Geneviève de Batiscan, Saint-Tite, dans ces coins-là, parce que c'est l'ancêtre qui est arrivé un peu plus tardivement, qui est arrivé, disons, dans les années 1740, 30, okay. Il était fauçonnier. Et puis, il était renvoyé chez les Jésuites Sainte-Geneviève de Batiscan, donc qui était une mission à l'époque. Et tout ça pour dire que, voilà, effectivement, on trouve très peu de marchidons aujourd'hui au Québec. On en trouve un peu éparpillés partout, mais généralement dans le coin de Trois-Rivières, un peu à Montréal, et puis plus dans l'ouest, l'Ontario et la Saskatchewan aujourd'hui. Il y en a qui sont allés dans le Canada anglais, finalement. Tout à fait. Ben justement, aujourd'hui, j'ai pu tisser des liens avec des cousins marchidons qui viennent de Zenon Park dans la Saskatchewan. J'ai pu les rencontrer. Et puis, et ce qui est très drôle à dire, c'est que leur oncle, qui était prêtre, il a fait tout le tour des États-Unis, du Canada, toujours sur les traces des marchidons. Et puis, quand mon grand-père maternel était petit, ce même prêtre marchidon était passé chez eux. Et donc, mon grand-père l'avait rencontré parce que c'était un père marchidon qui avait cité la généalogie. J'ai même une feuille, un tableau généalogique où, avec l'écriture de mon arrière-grand-mère, on voit qu'elle était en train de elle voulait établir le lien entre son mari, mon arrière-grand-père, et ce prêtre-là, Arthur Marchidon, qui est l'oncle de mes cousins que j'ai rencontré ça fait 1 an. Là. Donc, eux autres, est-ce que c'est des francophones? Tout à fait, oui. Mais disons que la génération de leurs enfants parle encore français, mais c'est touché un peu là. Il y a beaucoup de forces assimilatrices en Saskatchewan. Donc voilà, c'est la réalité malheureusement. Mais donc c'est ça. Et donc Georges Marchidon, effectivement, il devient orphelin de père. Donc sa mère Sauvageau, elle est obligée, Elmire Sauvageau est obligée de se remarier là. Puis là, je pense qu'elle s'est mariée avec un monsieur, j'ignore le nom sur le coup là, mais qui vivait à Québec par la suite. Et puis après ça, de Québec, ils sont partis. Je pense que le monsieur est décédé, je me rappelle plus. Son beau-père. Son beau-père, oui. Puis après ça, ils se sont exilés à Lowell, au Massachusetts. Et puis donc effectivement, il s'est retrouvé là-bas. Et puis de ce que j'ai pu apprendre de mon grand-père maternel, c'est qu'il travaillait sur les chemins de fer, donc dans le Massachusetts, un peu partout, il voyageait. Là, donc il travaillait sur les chemins de fer. Mais c'est ça, Georges Marchidon. Il avait quelques frères et sœurs aussi qui sont partis à Lowell. Et puis, malheureusement, lui, il est décédé en 1930. Donc, mon grand-père maternel, il n'était pas né encore. Donc, il a jamais connu. Donc, il connaissait très peu de choses. Donc, ce que j'ai pu apprendre aujourd'hui, c'est parce que j'ai pu fouiller dans les journaux, dans les archives un peu à gauche, à droite, là. Mais c'est sûr qu'il devait avoir une vie un peu difficile parce que, comme déjà, cette rupture, déjà très tôt dans sa vie, avec la perte de son père, sa mère qui devait se marier, tout ça, partir de chez eux. Donc, j'imagine que c'était pas facile. Est-ce qu'il était... évidemment, il était la dernière naissance de ce couple-là, mais y avait-tu beaucoup de frères et sœurs plus vieux? Le nombre exact ne me revient pas exactement sur le champ, là, mais j'ai envie de dire qu'ils étaient au moins 4-5. Okay. Donc, sa mère venait des Grandines, donc juste à côté, pas très loin. Et puis, c'est ça. Donc, en fait, on le retrouve dans le recensement de 1870 ou 1871 ou 1880 à Québec, dans la famille de son beau-père. Puis après ça, ils sont partis à Lowell. OK. Ouais. Je reviens, tantôt, tu parlais du premier qui est arrivé. Tu disais qu'il était fauçonnier, c'est ça? Oui, effectivement. Pourrais-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi ce travail-là?
Ouais, donc c'est quoi être fauçonnier à l'époque de l'Ancien Régime en France? C'est quelqu'un qui était ce qu'on appelle un trafiquant du sel. Parce qu'à l'époque en France, il y avait ce qu'on appelait la taxe de la gabelle. Donc la gabelle, ça nous obligeait à payer. Ça vient du mot latin gabellum. Je pense que ça faisait référence à comme le mot salarié. On était payé en sel autrefois. Et en fait, donc c'est ça. En Ancien Régime, on devait payer une taxe sur le sel. Donc, c'est toute personne qui soit produisait leur propre sel, que ce soit avec en tant que saunier, dans les marais salants, et qui trafiquaient le sel sans payer la taxe. Donc, c'était très répandu. Et ceux qui étaient pris en flagrant délit, on va dire, ils étaient souvent renvoyés et ils étaient renvoyés en Nouvelle-France. Il y a même un livre de Marcel Fournier. Il a écrit tout un livre sur les fauçonniers de la Nouvelle-France. Mais finalement, c'était pas vraiment une mauvaise sort parce que être renvoyé en Nouvelle-France, si on pouvait se débrouiller, finalement, on risquait d'avoir plus de terres et plus de biens matériels qu'on pourrait jamais espérer avoir en France. Donc, finalement, c'est pas la fin du monde. Puis, il se mariait. J'ai même fouillé dans les registres de l'époque à Sainte-Geneviève, dans le presbytère de l'église. J'ai pu, vraiment feuilleter le registre où c'est écrit à la main quand il s'est marié avec sa femme et tout ça. Donc, c'est 1700, je me rappelle plus, 1740 quelques. Ouais. C'est que lui, il est venu parce qu'il avait fait du marché noir de sel, finalement. Tout à fait. Ouais, exactement. Comme je disais, c'était très répandu, puis on voulait, ouais. Bon, c'était l'Ancien Régime, hein, donc c'est. Oui, c'est. Les temps et les mœurs changent. Ouais, tout à fait, ouais. Et en fait, c'est pour ça que, juste une petite anecdote un peu ludique, aujourd'hui en France, c'est vrai qu'on retrouve si on retrouve du beurre, c'est souvent du beurre doux, que ce soit dans le sud ou ailleurs, mais on retrouve surtout le beurre salé en Bretagne, en Normandie, un petit peu dans le Pays de la Loire, parce que la Bretagne, une des conditions lorsqu'elle a été annexée au Royaume de France, a été exemptée de payer la gabelle. Donc, les Bretons ont toujours pu saler leur beurre et donc c'est resté dans les mœurs, en fait. Donc, ouais. Intéressant. C'est intéressant. Spécial. Ouais. C'est une parenthèse, là. On revient à notre couple Marchilda, la lumière. Est-ce que tu connais un peu là, sur les circonstances qui vont amener Marie-Louise aux États-Unis? Donc, ça va être une histoire semblable aussi. Marie-Louise, la lumière, donc c'est petit dit la lumière, ou la lumière dit petit, dépendamment des branches. Donc, dépendamment des registres. Tout à fait, dépendamment des curés, tout ça. Commencez bien. Et puis, elle venait de... c'est quoi le nom de la paroisse? C'est Henryville, hein, Saint-Sébastien d'Henryville. Ouais. Et puis, donc, j'ai retrouvé, donc, effectivement, son acte de baptême. C'était pas facile en plus parce que pour retrouver... à l'ouest, j'ai pu trouver des choses, mais c'était compliqué avec les lumières et petits parce que au début, je savais pas que c'était un non-dit. Donc, des fois, c'était un petit peu difficile au début. Un ou l'autre. Ou... Puis là, dans le registre à l'ouest, c'était en français ou il y avait. En fait, c'est aujourd'hui pour avoir accès, ça prend un abonnement chez l'archidiocèse et tout ça, et c'est un peu coûteux. Puis, c'est tout écrit en latin, généralement. En latin, après, ok. Ouais. Puis par contre, au début, c'est l'été, mais après, selon certaines paroisses, c'était écrit en français après, puis après en anglais. Mais ce qu'il faut savoir, ce que je voulais dire par rapport à ça. Bon, donc Marie-Louise, de ce que je sais, c'est, elle était partie. La raison, j'ignore pour l'instant. À mon avis, encore une fois, c'était. En fait, c'est ça. Elle avait un frère qui était parti déjà à l'Oued, puis toute la famille, je pense qu'elle avait suivi au moins des frères et des sœurs. C'est comme ça elle a rencontré son futur mari Georges. Puis donc ils étaient à l'Oued, c'était la paroisse Saint-Joseph qui allait devenir plus tard la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Et puis eux autres, ils vivaient à l'Oued. Puis quand leur fils est né, Georges fils, donc mon arrière-grand-père, ils étaient à Tewkesbury, donc c'est juste un petit village à côté là.
Puis, donc, ils étaient à Lowell. Et puis après ça, plus tard, ils sont partis à Augusta, ici dans le Maine. Mais pourquoi elle est partie exactement à Lowell, jusqu'à date, j'ai pas vraiment pu trouver. Ben, je sais que c'est son frère, mais pourquoi lui? Sûrement, il y avait déjà des voisins ou il y en a d'autres là. C'est toujours une histoire de connaissances et puis des migrations en chaîne, là, comme on sait bien. Donc, on sait que les deux là, se ramassent à Lowell là, dans leur enfance. Puis bon, éventuellement, comme tu disais, c'est des contacts, probablement qu'ils se connaissaient ou ils connaissaient quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Tout à fait, ouais. Ils vont se marier le 25 décembre 1987 dans la paroisse Saint-Joseph à Lowell, au Massachusetts. On a beaucoup parlé de l'histoire de Lewiston du côté de tes parents. Parle-nous un peu de l'histoire de Lowell jusqu'à présent. Donc, Lowell, c'est une histoire similaire. Donc, comme ici, il y avait généralement dans l'historiographie, ce qu'on appelle la franco-américanie, les différentes paroisses mères, là, il y a toujours une histoire d'un prêtre zélé, tout ça. Ici, c'était le père Évé, comme c'était le même à Manchester. Mais c'est très important de connaître l'histoire du père Garin, qui est arrivé en tant que père missionnaire à Lowell dans les années fin des années 1860-1870. Puis lui, c'était un oblat. Et puis lui, il était missionnaire au Québec, dans l'Ouest, tout ça. Et puis c'est vraiment lui qui a fondé la première paroisse canadienne-française à Lowell. Il y avait déjà des paroisses irlandaises un petit peu. Puis après ça, Lowell, c'est vraiment devenu un centre très important. On parle, les Canadiens représentaient à peu près un tiers de la population, autour de 30-40 000 Canadiens, juste à Lowell. Et puis, il y avait plusieurs paroisses canadiennes-françaises. Il y avait un journal au début, c'était l'Étoile. Après, il y en avait d'autres aussi qui étaient un peu plus éphémères, on va dire, mais l'Étoile qui avait duré assez longtemps. Il y avait plusieurs organisations paroissiales. Il y avait des sociétés paroissiales et laïques aussi. Il y avait même une alliance française qui était vraiment très vibrante à Lowell. Puis c'est toujours un centre où il y avait pas mal de conférences ou bien de rassemblements franco-américains jusqu'à des années 50, 60, 70, là, puis qui est très bien célèbre aujourd'hui avec l'histoire de Jacques Kerouac. Mais donc, effectivement, on pouvait vivre dans le petit Canada de Lowell pendant presque un siècle encore, comme ici à Lewiston, sans nécessairement parler, sans avoir recours à parler anglais. Est-ce que on sait combien d'enfants le couple va avoir? Oui, donc il va avoir Georges, Arthur, il va avoir Ida, Yvonne, puis il m'échappe. Donc je pense que c'était 5 enfants. Et puis les 5, en fait, dans les années, j'ai envie de dire un petit peu après 1910, vers les alentours de justement vers la Première Guerre mondiale, un petit peu avant, la famille Marchidon va quitter Lowell pour s'installer à Augusta, parce qu'Augusta, la capitale ici dans le Maine aussi, avait une filière importante de textile. Pas aussi importante que celle d'ici de Lewiston, mais qui attirait pas mal de monde avec son propre quartier. Ça s'appelait pas le petit Canada vraiment. Ça s'appelait, en fait, c'est le quartier canadien-français à Augusta. C'était plus dans un flanc de côte là qu'on appelait Sand Hill. Et puis c'était vraiment connu là, tout le monde. On savait que les gens qui venaient du CNS, les francophones. Et puis c'est resté francophone pendant très longtemps. Il y avait il y avait pas de journal ou pendant un petit peu une courte durée de journal francophone. Il y avait une seule paroisse canadienne-française, c'était l'église Saint-Augustin. Et puis justement encore, Georges Marchidon, il allait continuer à travailler sur le chemin de fer, et puis ses fils allaient commencer à travailler dans les filatures là. Et puis ils se sont intégrés, ils vivaient juste en face de l'église en fait de Saint-Augustin. Donc, c'est le travail qui les a amenés à Augusta. Tout à fait. En fait, à cette époque-là, je dirais de 1870 à 1930, les Canadiens français de la Nouvelle-Angleterre sont assez mobiles. C'est pas rare qu'on retrouve une famille, un ancêtre qui est né à Lowell, qui est reparti au Massachusetts, enfin au New Hampshire, qui va se retrouver dans le Maine. On suivait là où il y avait du travail.
Je pense que c'est quand même, aux États-Unis, c'est quand même encore comme ça pour beaucoup d'Américains. Tu sais, les Américains, souvent, quand ils parlent d'eux autres, ils disent où est-ce qu'ils restent, puis où est-ce qu'ils sont nés, parce que c'est rarement la même région ou le même État. Oui, ça c'est vrai. Ouais, ça c'est vrai, ça s'entend. Oui, jusqu'à aujourd'hui, c'est souvent le cas. Mais effectivement, ouais. Ici, parce qu'au Canada, les Canadiens vont être un peu mobiles, mais les Québécois vont être mobiles au Québec. Oui, certains qui sont partis dans l'Ouest aussi, mais effectivement. Oui, mais beaucoup moins. Mais c'est ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui est quand même commun en Amérique en général, aux États-Unis, au Canada. Puis, s'il y avait, plus qu'un peu partout en Nouvelle-Angleterre, on avait des petits Canada, c'était pas gênant d'aller dans une autre usine ou lorsqu'il y avait là, on entendait qu'il y avait de meilleurs gages, par exemple. Et puis, c'est quand même compréhensible parce que quand les Canadiens sont arrivés ici, pour la plupart, c'était des cultivateurs. Et donc, quand ils sont arrivés ici, ils pouvaient pas s'enraciner de manière foncière, vraiment travailler la terre. Ils travaillaient bien sûr dans les usines. Donc, des fois, ça allait mieux dans une autre usine, dans un autre état, etc., etc. C'est pas comme s'ils étaient autonomes sur une ferme, par exemple. Et c'est ça, fait qu'éventuellement, il y avait c'est comme ça que la différence se fait entre tes ancêtres puis, mettons, mes ancêtres ou Eric, c'est que les tiens, ils se sont déplacés en restant en Nouvelle-Angleterre, tandis que les miens, à un moment donné, se sont déplacés puis sont venus en Beauce. Oui, c'est ça. Il y en a certains, oui, c'est ça. Certains, ceux qui sont retournés au Canada, ils sont retournés pour y rester. Ceux qui sont. Au lieu de travailler dans une usine textile, ils sont venus travailler parce qu'il y a des terres qui avaient été ouvertes, puis ils sont venus coloniser quelque part. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Effectivement, c'est le cas. Ouais. Je retrouve ça du côté de ma belle-mère, là, qui ont, je les appelle là, les champions, là, coureurs factory, là. Je pense que je les ai 5-6 fois, là, qui traversent la frontière, là, on les retrouve, là, dans la vallée du Richelieu, après ça, à Rhode Island, après ça, ils reviennent dans le bout d'Arthabasca, après ça, ils retournent, New Bedford, puis en tout cas, ils ont tout un parcours, là, puis on le voit des fois. Il y a quelques-uns de mes ancêtres qui sont arrivés ici, puis après ça, ils sont partis dans l'Ouest. C'était déjà arrivé. Du beurre des Casavants. Américain, canadien? Américain, puis après ça, remonter vers l'Alberta et tout ça après. Ouais, certains. OK. Ouais. Okay. Quelques-uns, mais je les ai jamais connus, là. Leur descendants. Pour revenir à Georges Marchildon et Marie-Louise La Lumière dit Petit, écoute, les deux vont décéder la même année, puis dans les débuts de la crise économique de 1929. Comment que ça se passe à Augusta ou en général dans les petits Canada quand que la crise économique là, est déclenchée? Justement, c'est dans les années 30 qu'on retrouve pas mal de Canadiens qui sont repartis au Québec parce qu'il y en avait d'autres justement qui disaient qu'on est mieux sur une terre parce que même si on est pauvre, il y a moyen de se nourrir alors qu'en ville c'était plus difficile. Mais ils vont quand même endurer la crise à Augusta comme ici à Lewiston et ailleurs. Donc à Augusta, c'est sûr qu'il y a eu des coupures. Il y a eu quelques grèves comme ici aussi en 36 ici à Lewiston dans le chaussure, dans les usines de chaussures, il y avait des grèves importantes parce que justement il y avait des coupures, Mais généralement, est-ce que les mouvements syndicaux étaient aussi puissants, ou plus puissants ou puissants pour leur époque et puis pour l'endroit peut-être, mais tout est relatif. Hein. Mais j'ai envie de dire que les grèves de 36 ici à Lewiston, ça brassait quand même. Mais généralement, oui, c'était pas si fort que ça parce que puis justement au début du siècle, au début du 20e siècle, on disait justement que les Canadiens, c'était, en tout cas les propriétaires, ceux qui embauchaient du monde dans les usines recherchaient les Canadiens parce qu'on disait qu'ils étaient moins aptes à s'engager dans les syndicats parce que ça leur intéressait pas, quoi. Puis le syndicalisme était un peu pas défendu, mais était mal vu vis-à-vis le clergé ici, au Québec et ici. Donc, il y en a certains qui rentraient là-dedans, mais je dirais que leur poids
était relatif. Je pense qu'ils ont réussi à avoir des choses, mais c'était pas comme d'autres grandes villes ailleurs aux États-Unis où il y a eu du succès un petit peu. Mais je sais que par exemple du bord de mon père, son grand-père, lui, il faisait plus confiance aux banques, il gardait tout son argent dans des petits pots dans sa cave, par exemple. Donc j'imagine que ça devait être similaire. Mais il me semble que pendant tout ce temps-là, des années 30, les filatures tournaient pareil là quand même. Donc il y avait toujours un peu de travail. Et puis même si on était fonctionnaire, donc plus tard on va parler de la famille Dusty, tout ça, donc qui était postier. Donc il y avait quand même il y avait l'ouvrage pareil. Et puis à Augusta, il y avait une vie francophone complète là, avec les différentes sociétés, encore une fois, paroissiales, laïques. On pouvait recevoir le Messager, le journal de Lewiston chez eux. Donc on pouvait vivre vraiment en français tranquillement, à Augusta. Ouais. De Montréal, on se rassemble. Sous les étoiles des histoires, on tremble. On chante nos aïeux et nos... Ben, c'est intéressant quand même que Camden Martin, qui est un Martin qui a des origines canadiennes françaises, ben, il y a aussi une souche acadienne de Martin. Oui, tout est dans tout. C'est quelque chose qu'on voit quand on parle de généalogie, là, surtout de francophones en Amérique. Là, tout le monde est relié à un certain moment. Fait qu'il y a beaucoup de Franco-Américains qui ont des descendants. Tu vas en voir qui ont des Hébert, qui ont des Tremblay, mais il y en a beaucoup qui ont des Martins. On a des Canadiens qui sont des Franco-Américains, qui sont devenus des Franco-Américains. On a des Acadiens qui soit sont devenus Canadiens puis ensuite Franco-Américains, soit qui sont juste devenus Franco-Américains. Parce qu'avant d'avoir les Canadiens puis l'exode canadienne en Nouvelle-Angleterre, ben on a eu des exilés acadiens qui se sont installés. Il y a plein de gens comme ça qui font partie de souches franco-américaines, pas parce qu'ils sont descendus pour venir travailler aux États-Unis, mais parce qu'ils étaient là avant qu'il y ait ce gros mouvement collectif-là. Puis ça, c'est quand même particulier. Puis ben, c'est ça. C'est toujours le fun, tu sais, comme on dit, tout est dans tout. Entre autres, hein, mais il y en a aussi qui sont, durant l'Exode, qui sont allés. Oui, il y en a vraiment beaucoup qui c'est pendant l'Exode. Il y a des Acadiens qui, de quelconque façon, se sont retrouvés dans le Canada, puis qu'ensuite, ils se sont... Fait que là, c'est drôle, parce qu'il y en a qui ont été en Acadie, qui ont été aux États-Unis, qui ont été au Canada, qui ont été aux États-Unis. Puis, ça fait une histoire généalogique des plus intéressantes. Ça doit être le fun à essayer de retrouver les registres. En attendant, toi, Eric, qu'est-ce que tu as fait en semaine passée? Ben, moi, je suis allé à mon festival préféré de l'année, soit le Ripontrad, où est-ce que pour l'instant d'une fin de semaine, on retourne dans nos racines. On va écouter de la musique que nos grands-parents, que nos arrière-grands-parents écoutaient. Qui des fois est presque originale. On nous présente la version presque originale, puis souvent elle est remodelée. Puis écoute, la musique, moi ça fait 4 ans que j'y vais. Puis c'est à part quelques groupes que j'ai vus 2 fois dans les 4 ans, la plupart des groupes sont des groupes qu'on n'a pas vus. C'est plein de gens qui sont nouveaux à chaque fois? C'est des groupes. Il y a énormément de groupes trad au Québec. Oui, tout à fait. Puis, ben, écoutez, je vous ai fait un petit montage que je vous présente à l'instant. Et reprenez. Vous faites le fond. Les gens
Hollande, les Hollandais l'ont pris. Les Hollandais l'ont pris. Je lui dis, mademoiselle, voudriez-vous Elle ne fait jamais des trucs comme ça. Elle m'aime pas. Non, c'est que si elle m'aimait vraiment, elle m'en ferait autant. Oh, mes parents venaient m'y voir. Et celle que j'aime ne venait pas. Il y en avait sur le bord, il y en avait dans la montagne, il y en avait partout dans la grange. Il y en avait sur le bord, il y en avait dans la montagne, il y en avait partout dans la grange. Mal au nous les nouveaux font mal. Mal au nous les nouveaux font mal. Ah non, c'est les polos de jeu, plus haut, ça vaut la race, c'est que l'on veut, ça vaut le monde, ça vaut le race, c'est que l'on veut, ça vaut le monde, je pense que l'on monde. Troisième pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore et 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans la fois et 1, 2, 3, 4. Dernier pas. Elles sont toutes sur la queue, pour faire presse, elles sont dans ma vache, elles sont elles sont toutes sur la queue, pour s'asseoir sur un banc. Elles sont toutes sur la queue, pour s'asseoir sur un banc. Alors, disant, c'est pas rien. Sans vous attendre, accueillez chaleureusement le diable à 5! D'avoir ici, des plaisirs, oui on permet d'avoir ici, des plaisirs, des sentiments. D'avoir ici, des plaisirs, on permet d'avoir ici, des plaisirs, des compagnies. C'est le dernier
sur le bord de la maison, sur le bord de la petite nation. Sur le bord du pont, sur le bord de la maison, sur le bord de la petite nation. Oh, la vie est une bonne vue, la vie est une bonne vue. Et tu regrettes-tu d'avoir manqué ça? Ben, c'est clair que c'est intéressant. Tu sais, la musique trad, ben, c'est comme l'évolution de notre musique traditionnelle. Tu sais, c'est pas juste à Saint-Jean-Baptiste puis le jour de l'an là, qu'on devrait avoir ça. Là. C'est une musique qui est fière, c'est une musique qui nous porte bien, puis qui nous représente bien. Puis c'est excellent. Tu sais, quand tu te promènes dans le monde, là, les gens ont de la musique qui est traditionnelle chez eux. Là. Tout le monde connaît genre le flamenco, mais ça a commencé par des affaires qui sont plus locaux. Nous autres, notre musique à nous autres, c'est ça, c'est les rigodons, c'est les chansons à répondre, tout le monde connaît la bottine. Puis pas juste tout le monde chez nous, là, il y a beaucoup de francophones à l'extérieur du Canada qui aiment notre musique. On a un rayonnement international par notre musique, par notre culture. Puis c'est excellent à écouter. Puis là, ben, c'est un festival qui a juste de ça, c'est excellent. C'est super bon. Puis moi, j'aime beaucoup aussi la formule. À un moment donné, il y a comme un jam avec toutes les bandes. Là. Ça, c'est comme. Moi, j'ai des amis qui jouent du trad. Puis la plupart des tunes sont faites pendant que le monde jam. Là, ils font, là, puis ils essaient de rescraper ou enregistrer ou peu importe. Puis là, tu as comme l'occasion de jammer avec des bandes que tu n'as jamais vues de ta vie. Ça doit faire des mélanges intéressants. Quand même. Moi, ce que j'aime beaucoup de ce festival-là aussi, hein, là, entendons-nous, c'est pas un très gros festival, on parle d'environ 2500 tout au plus, là, 2500 on parle de Ripon quand même, là, c'est pas ouais, mais il y a quand même du monde hein, qui sont de partout. Hein. Il y en a de l'Abitibi qui sont là, il y en a du bas du fleuve hein, qui y vont. C'est pour croiser des Européens, je serais même pas surpris. Oui, effectivement. On a croisé des Français qui étaient là. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, justement, parce que c'est un petit festival, ça fait en sorte que les artistes sont très accessibles hein, durant le festival, que ce soit pendant qu'ils vont faire des tours dans les maisons, ou ils sont durant la farandole. Bon. Puis juste petite parenthèse, tu parlais du rayonnement à l'international. Ben, cette année, le Diable à 5 a été en Europe et au Japon. Au Japon, quand même. Ouais. En Europe, c'est des langages que le monde comprenne un peu. Mais le Japon, on s'entend que la culture est très différente de ce qu'on a. Là. Tout à fait. Mais la bottine souriante avait passé avant eux autres, puis il était très populaire. Ben, il était très apprécié de jouer au Japon en français aussi. Là. Ouais. Mais pour en revenir hein, à l'accessibilité des artistes, ben moi, bon, à la fin du show de la famille Leblanc, Robin, le père, qui est professeur d'histoire et qui dit ben là, si vous voulez venir me jaser d'histoire, si vous me croisez, hein, bon, fait que c'était comme une invitation. Hein, comme qu'on disait tantôt.
deux Acadiens qui se croisent puis qui parlent d'histoire, ben écoute, ça fait une conversation qui est très intéressante. Hein, puis bon, on a jasé là, un bon 20 minutes, là, moi puis Robin. Puis c'est ça. Fait que je vous invite, hein, si jamais vous êtes intéressé par la musique traditionnelle, soit il y en a des festivals aussi un peu partout au Québec. Mais Ripon, c'est quand même, je pense que de la voix de plusieurs artistes que j'ai croisés qui en font plusieurs, là, ils me disent tous que Ripon, c'est quand même... une bonne place. Bon, il y avait Gervais Lessard m'avait dit, du Rêve du Diable m'avait dit, moi, quand j'étais arrivé à Ripon, mes deux pieds m'ont levé de 2 pieds de terre, puis j'ai flotté toute la fin de semaine. Ça fait... Puis on parle de quelqu'un que ça fait au-dessus de 50 ans là, qui fait ça. Là, fait que c'est ça. Alors, ne manquez pas les dates l'année prochaine. C'est toujours là, dans la deuxième fin de semaine là, de septembre, là, 2 ou 3e fin de semaine de septembre. Là, il y avait de la musique, mais aussi, moi, quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'il y avait un atelier de jig pour apprendre à giguer, pour vraiment giguer, ce qui n'est pas nécessairement une danse que tu vas développer juste en observant. Là. C'est quand même un peu technique, là. Ouais, ben, puis moi, c'était la première fois de toutes les éditions là, que je suis allé. C'était la première fois que je voyais ça. Puis bon, probablement parce que c'est les sœurs Leblanc qui étaient qui se sont proposées. Ouais, elles sont très, très bonnes. Puis ce que je trouvais intéressant, c'est pour ça que j'ai mis dans la vidéo, là, on les voit qui montrent aux gens comment giguer. Puis on voit une vidéo là, un peu après, là, quand ils commencent à jouer. Puis on voit qu'il y a quand même beaucoup de monde là, qui ont saisi assez vite là, comment que ça se passe. Là. Puis c'est la même chose hein, pour le caller au début de la vidéo. C'est pas tout le monde là, qui connaît la danse. Là, puis ça dure environ 1 heure le show, mais au début, il explique là, qu'est-ce qu'il faut faire, puis quand il va dire je vais faire ça. Puis on pratique, les gens pratiquent, puis on arrive là, à, quand même assez rapidement à faire de quoi d'intéressant. Mais encore là, il y a des nouveaux hein, à ces danses-là. Là, il y en a il y a du 101 puis il y a du 301. Là, c'est ça. Donc, c'est excellent. Sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton j'aime, en commentant, en vous abonnant à la page Facebook ou encore à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et encore mieux, en partageant le contenu. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Une excellente fin de journée à toi, Yann. Excellente journée à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée, Eric. Le Québec a 3 rivières, voyons cet héritage qu'on porte en nous. Écoutez nos histoires riches de vive voix, des braves voyageurs en terre de bois. Ensemble au présent, guidés par le passé, d'en parlons aux ancêtres où tout a commencé. La famille c'est plus qu'un nom gravé, c'est des rêves et des vies entrelacés. Des voyages et des terres vierges, nos ancêtres sont notre allégeance. Notre verge, écoutez nos histoires riches de vive voix, des braves voyageurs en terre de bois. Ensemble au présent, guidés par le passé, d'en parlons aux ancêtres.